Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci infiniment de suivre Débriefing. C'est tout premier débriefing de 2014. Pour débriefer aujourd'hui, Bruno Tshibala, il est secrétaire général adjoint de l'UDPS d'Etienne Tshisekedi, et Ernestine Nyoka est l'avocate, elle est aussi de la majorité présidentielle. Monsieur, madame, bonsoir. Bonsoir. Alors, tous les deux, vous allez débriefer sur 2014 qui a commencé avec des événements bouleversants en République démocratique du Congo. D'abord, les attaques de la veille de la Saint-Sylvestre, des rumeurs folles d'un coup de force en milieu de semaine dernière, puis la mort tragique du colonel Mamadou Ndala, avec cette question: qui a tué cet officier qui venait d'en finir avec le M23 et qui était en pleine chasse des rebelles ougandais, les ADF Nalu, un peu plus au nord de Goma. L'autre actualité, si on a le temps, ça sera un regard, une sorte de zoom sur 2013 et enfin le budget 2014, cette interrogation avec ces 7 milliards de dollars, que va faire Matata Ponyo qu'il n'a pas fait avec le budget précédent. Madame Nyoka, comme en 59, avec les martyrs de l'indépendance en 61, la mort de Patrice Lumumba en 96, le crash de Tipka en 2001, la disparition de Laurent Désiré Kabila cette année, c'était un janvier sombre. De prime abord, Madame Amina, permettez-moi quand même de présenter mes voeux à la population congolaise, à vous-même, à tous les animateurs de nos institutions du pays. Janvier 2014, de prime abord, c'est vrai, lorsqu'on regarde, on a l'impression que comme si une bombe nous est tombée sur le pays, on a l'impression que tout est sombre. Je crois qu'au-delà des événements malheureux, il y a des leçons à tirer. Des leçons à tirer, c'est qu'avec le 4 janvier, avec le martyr de l'indépendance, en 59, en 60, nous avons pu avoir l'indépendance. Il y avait un éveil patriotique. Et c'est vrai que les événements qui ont endeuillé, l'événement le plus malheureux, c'est la mort du colonel Mamadou Ndala. Les Congolais avaient fondé beaucoup d'espoir sur cet officier parce que nous avions passé plus d'une année dans l'humiliation, nous avons passé plus d'une année où tout le monde tapait un peu le bâton sur la façon des choses, de faire le combat, de combattre l'M23 par nos forces armées congolaises. Le colonel Mamadou Ndala a incarné en fait le souffle nouveau. Non seulement le souffle nouveau, une indépendance. C'est comme ça que je me permets de comparer 4 janvier 59 et évidemment le 2 janvier, la mort du colonel Mamadou Ndala, je pense le 2 janvier 2014. Je me permets de faire un parallélisme entre les deux événements. Sombre, c'est vrai. Lâchement abattu, une douleur profonde pour la République, mais c'est avoir à l'horizon ce qui se présente. À l'horizon, c'est que nous devons avoir plutôt tiré des leçons. Une leçon, moi je dirais, d'indépendance, au lieu de parler de victoire. D'indépendance pour nous. Sur quoi? De force du mal. Parce que, vous savez, aujourd'hui nous sommes en train de nous plaindre de la mort de Mamadou Ndala. Bien que, en tant qu'homme de droit, je n'aimerais pas faire des analyses là-dessus, mais quand même, quand on regarde de très près, Mamadou Ndala, c'est quelqu'un qui a non seulement donné une victoire, donné de l'espoir, mais Mamadou Ndala incarne plus ces Congolais qui refusent de trahir sa patrie, mais qui est prêt à tous les sacrifices possibles. Pouvons-nous, nous autres qui sommes restés, être prêts pour tous les sacrifices possibles? Alors, en attendant de voir où en est l'enquête, je pose la même question à Bruno Tshibala, secrétaire général adjoint de l'UDPS. Janvier triste pour la République démocratique du Congo, comme en 59, en 61, en 96, en 2001. Vous l'avez vécu comment? Je commencerai d'abord par vous présenter à vous-même et à Diwan un meilleur vœu. Merci au nom de tous. Mais aussi à tous les compatriotes congolais qui n'ont pas désespéré, parce que l'état de droit, la bonne gouvernance, la justice pour tous, le bien-être, c'est pour bientôt. Ok. Je pensais plutôt qu'on allait avoir les vœux du président Tshisekedi comme l'année dernière, les vœux à la nation. Le président Tshisekedi, comme tout le monde le sait, c'est un chef d'État en quête d'effectivité. Il a promis pour cette année de le faire que quand ça sera chose faite. Donc,
il va parler en n'étant pas chef d'État en quête d'effectivité, mais en étant effectivement chef d'État de la RDC. Oui, il faut dire que le mois de janvier a été un mois triste. Le peuple congolais a été bouleversé, choqué, révolté de voir que ce grand officier, le colonel Amadou Ndala, qui a en fait fait la fierté de toute une nation, qui a lavé l'affront, l'image ternie des FARDC pour mettre fin à l'aventurisme du M23, a été assassiné. Assassiné non pas par le rebelle ougandais comme les porte-parole du pouvoir putschiste l'a laissé croire, mais dans la zone contrôlée par les FARDC. Une enquête est en cours. C'est pour dire que... Une enquête est en cours et déjà il y a eu des arrestations. Il y a qu'en RDC où on peut vivre des événements comme ça, un grand officier qui est éliminé, nous disons que c'est un acte prémédité, parce que un homme comme le colonel Ndala ne pouvait pas être tué de cette façon-là. De toute façon, vous avez raison, l'enquête va déterminer, mais pas l'enquête qui est menée par le pouvoir actuel. Ça sera une enquête biaisée et manipulée. Nous réclamons une enquête internationale qui doit être diligentée par la MONUSCO. Celle-là a la chance de nous dire effectivement qui a tué, qui sont complices, qui est commanditaire. Cette enquête diligentée par les autorités congolaises ne dira pas toute la vérité sur cette disparition. Madame Amina, je crois qu'il faudra faire la part des choses. De prime abord, c'est vrai, lorsque le colonel Mamadou Ndala a été tué, le porte-parole du gouvernement a jeté son premier regard, sinon la première pierre, vers les éléments des ADF Nalou. Mais les éléments de quand l'enquête a commencé, lui ne fait pas l'enquête, il donne un résultat sur base des premiers éléments recueillis sur le terrain. Mais il s'est avéré que lorsque l'enquête elle-même a commencé, parce que là, nous avons encore des éléments, c'est encore à une étape tout à fait préliminaire, et donc il faudra te penser. Même à cette étape préliminaire, nous avions vu que les enquêteurs n'ont pas mâché le mot, que pour dire tel officier supérieur, il y a des soupçons qui pèseraient sur la personne. Ils sont provisoirement mis sur les arrêts, ils sont en train d'être entendus pour que les faits réels, tels que les choses se sont passées, puissent être mises à la disposition de tous. Plus de confiance, l'UDPS est libre, hein, mais je pense que la MONUSCO, ce sont des gens qui ont pris l'habitude, c'est vrai, de travailler avec l'État congolais. Déjà, rien qu'avec la guerre elle-même, conduite avec le FARDC, mission conjointe qu'ils ont fait ensemble, je pense qu'ils savent jusqu'à quel point, effectivement, on peut faire confiance à l'État congolais. Je crois qu'il n'y a pas lieu d'avoir des soupçons. Madame, je pense que lorsqu'il y a mort d'homme, et quel homme? Un héros, parce que Ndala est un héros aujourd'hui aux yeux des Congolais. Quand cet homme est assassiné, je crois qu'un porte-parole sérieux doit avoir de la retenue. Parce que se précipiter à indiquer que ce sont des Ougandais, ça paraît comme une façon de désorienter déjà l'enquête qui devra être menée de façon indépendante pour dire la vérité. C'est ainsi que nous disons qu'ils doivent cesser de travailler dans la précipitation et avec légèreté. Il faut un peu de professionnalisme. Quand c'est un homme comme Ndala qui est tué, il faut avoir de retenue, prendre tout son temps pour que l'enquête détermine qui a tué, qui sont complices, qui sont commanditaires. Ndala n'est pas le premier. Les généraux Bouzamabe et bien d'autres, etc., qui se sont distingués dans la guerre de l'Est. Une fois qu'ils ont été enlevés, ils sont morts. Est-ce qu'on a mené des enquêtes jusqu'à rien? Il y a eu des morts le 26 novembre 2011, à 2 jours de la fin de campagne et des élections de 2011. Est-ce qu'il y a eu enquête? On nous a dit ce qui se passe. Donc, on a l'habitude de dire que le gouvernement va faire l'enquête. Il ne fait pas l'enquête parce qu'il est complice dans ce qui se fait. Je ne dis pas que c'est le cas maintenant. Mais de toute façon, on ne peut pas faire confiance à ces gouvernements illégaux, illégitimes, parce que qu'est-ce qui les caractérise? C'est
la violation des droits de l'homme et la trahison de la nation. C'est une constante dans la marche de ce gouvernement. Voilà pourquoi, pour ce qui est d'Indala, nous demandons et nous exigeons, c'est quelqu'un que le peuple respecte beaucoup, une enquête internationale. Madame Amina, il y a quand même un problème. Lorsqu'on diligente des enquêtes, la RDC est un État indépendant. La RDC est un État souverain. C'est à la RDC de prendre en charge des problèmes comme ceux que nous venons de connaître avec le colonel Mamadou Ndala. Notre justice à nous s'imprègne et fait le dossier. À la clôture de ces enquêtes, s'il y a des partis qui estiment que les éléments de l'enquête ont été biaisés, c'est en ce moment-là qu'on peut aller saisir la justice internationale. Mais avant de la saisir, il faut vider la procédure au sein au niveau interne. Au niveau interne, tout à fait. On passe à autre chose. Sinon, en ce moment-là, on n'en finira jamais. Affirmer, madame, on n'en finira jamais. Mamina, que la RDC c'est un État indépendant et souverain. C'est une rhétorique de propagande. Tout le monde sait qu'au jour d'aujourd'hui, la RDC, telle qu'elle est gouvernée aujourd'hui, n'est pas du tout indépendante et souveraine. C'est un pays qui est dirigé parce qu'il a cessé d'être État pour être un proto-État, c'est-à-dire un condominium dirigé par les réseaux mafieux internationaux. Ok, on en vient la veille de la Saint-Sylvestre, puis ces rumeurs d'un coup de force en milieu de semaine dernière, une campagne de manipulation, d'intoxication. Pourquoi faire? Merci beaucoup de la question et vous faites bien de la poser. Madame Mamina, avant l'AFDL et les kabylistes aujourd'hui, nous avons connu Mobutu et le moboutisme qui nous avait habitués à de théâtre, à de mise en scène grotesques. Vous vous rappelez le procès de la voix du Zaïre? On a fomenté des choses juste parce qu'il fallait attirer les opposants pour les abattre et dire maintenant... Qu'est-ce qui se passe? Le complexe de la RTNC, c'est un lieu qui est hautement surveillé par des commandos spéciaux, par la garde présidentielle. Que des jeunes gens de 15, 18, 20 ans viennent habillés en tricot, sans armes, et prennent possession de ces hauts lieux avec une facilité déconcertante. Quoi qu'il en soit, ça doit déjà, vous permettez, madame Amina. Une incursion revendiquée quelques heures plus tard par le prophète Mukungubia lui-même, qui est un virulent opposant au régime Kabila. Oui, vous savez que quand on habille, on fait un scénario. Même si on fait un scénario, on essaie de lui donner les allures d'une réalité, mais c'est un scénario. Nous disons ceci, que pour nous, le pouvoir Kabila, rejeté par le peuple congolais, est aujourd'hui aux abois. Il ne sait pas quoi faire. Et il veut trouver une parade, il veut trouver une recette en organisant des scénarios pour essayer soit d'attirer les vrais détenteurs du pouvoir, soit les vrais opposants, en vue de leur régler les comptes, soit pour essayer d'embrouiller les choses et essayer de se donner un sursis. Nous disons que ce pouvoir a échoué, n'a pas été élu, n'a aucune légitimité. Pour vous, le prophète Mukungubila a été un pion? C'est fort possible. C'est fort possible parce que nous ne pouvons pas garantir que c'est un opposant réel, sérieux, authentique au régime Kabila. Nous ne savons pas. Il est pasteur de cela. Nous disons qu'au regard de ce qui s'est passé le 30 décembre, ça a toute l'allure d'un scénario grotesque monté par le pouvoir parce que ces jeunes gens de 20 ans se sont rendus maîtres de la RTNC pendant 2 heures avant qu'ils interviennent, non pas pour les neutraliser, les arrêter, mais pour les exécuter sommairement et de façon barbare. Alors que s'ils avaient été neutralisés, ils auraient parlé, tout le peuple congolais aurait entendu de quoi s'agit-il, qu'est-ce qui s'est passé, etc. On a évité qu'ils ne parlent. Et ça ne s'est pas passé seulement ici, ça s'est passé partout. Ils ont dit on est venu libérer la RDC. Ça démontre quoi? Du pouvoir, du pouvoir rwandais, des choses comme ça. Oui, avec des tricots, sans armes. On va libérer un coup d'État. C'est du théâtre, un théâtre grotesque. Nous disons, au lieu de passer son temps à monter des scénarios, il faut avoir la sagesse de reconnaître qu'on a été retoqué aux élections, on n'a pas été élu, le peuple n'en veut pas, il faut partir. Madame Amina, je crois que c'est un secret de polichinelle. Vous vous rendrez compte que 2013, finalement, même si la RDC a connu des problèmes, particulièrement la guerre de l'Est, 2013 a été une année de victoire pour la RDC. Non seulement pour la RDC, mais pour ma famille politique, 2013 a été une année de victoire. Nous avons fini avec la guerre de l'Est, avec les exploits, bien évidemment, du colonel Mamadou Ndala qui a conduit les troupes. 2013, nous avons eu des succès diplomatiques. En 2013,
2013, nous avons tenu des concertations nationales qui se sont terminées, où le peuple a pu se parler et où nous avons, à la fin de ces concertations, elles ont été sanctionnées par diverses recommandations qui aujourd'hui vont trouver lieu d'être appliquées. 2013. Il y a que, oui, mais d'abord que le gouvernement soit mis sur place. Déjà, il y a un pas qui a été fait. Le comité national de suivi de ces recommandations de concertation nationale est déjà fonctionnel. Et aujourd'hui, il y a même la loi d'amnistie qui déjà est au Parlement pour étude. À part la loi d'amnistie, nous avons déjà eu parmi les retombées, on a eu les mesures de grâce qui sont déjà tombées. Et donc, le pouvoir du président Kabila Kabange n'est pas en déroute. Il n'a pas besoin de créer des scénarios parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une position suffisamment confortable, bien que malheureux par l'événement de la mort du colonel Mamadou Ndala. Alors, ces folles rumeurs de la semaine dernière sur un coup d'État à Kinshasa, ce vent de panique qui est parti du centre des affaires, chacun d'entre nous a tenu à quitter précipitamment son bureau du centre-ville pour rentrer chez soi. Alors, vous, ça s'était passé comment? C'était quoi au juste? Bon, Madame Amina, je ne sais pas si une campagne d'intoxication? Si vous vous êtes déjà rendu compte qu'à Kinshasa, ça ne date pas du pouvoir Kabila. À Kinshasa, lorsque l'information traîne un tout petit peu, la population remplace le vide, remplace le silence par un autre discours. Ce n'est pas pour rien, même si c'est les dirigeants ont démenti. Même si c'est de l'UDPS, les dirigeants ont démenti tout de suite et les dirigeants ont même demandé à ce que les personnes qui sont en train de véhiculer l'information, si vous avez des noms, des preuves sur des gens qui le font, évidemment, de faire signe, comme ça les personnes peuvent être entendues pour qu'on sache réellement qu'est-ce qui se passe. Mais ce qui est vrai, c'est que aujourd'hui, il faut saluer, même si deux fois il y a des gens qui veulent critiquer le travail du ministre Lambert Mende qui est chargé de la communication. Voilà l'intérêt pour lequel, à tout moment, l'intérêt pour lequel, à tout moment, lorsqu'il y a un problème, il donne la communication. Alors, les silences, comme je le disais, quand il n'a pas été traité à temps, les personnes qui se posent des questions font véhiculer la rumeur. Et ils se disent qu'avec la rumeur, peut-être que nous aurons la vérité, la véritable vérité, si je peux m'exprimer ainsi, sur la question, par exemple sur le cas de la situation du 30 novembre. Les gens attendent, et puis à un moment, on ne comprend pas. Le 30 décembre, on ne comprend pas très bien quelle est la suite de ces événements, alors que le prophète Mukungubile, tout le monde le sait, sa résidence à Lubumbashi a été perquisitionnée. Les mêmes éléments qu'on a trouvés à Kinshasa, les quelques armes qu'on a trouvées à Kinshasa, chez lui aussi il y avait des armes. Et ce prophète-là, lui-même, a revendiqué aussi l'attentat tel qu'il a été fait. Moi, je crois qu'il faut faire la part des choses, tout sentiment mis à part, et se dire que c'est tout à fait normal. À un moment de vide, les gens font des supputations. Monsieur Tibala, vous ne vous êtes pas prononcé sur ces folles rumeurs de la semaine dernière? Vous permettez d'abord que je dise un mot sur ce que vient de dire Madame Ernestine. 2013. Sous le prophète Mukungubila, vous avez déjà tout dit. 2013 a été caractérisé par l'accroissement des souffrances du peuple congolais. Parce qu'il n'y a pas d'État, il n'y a pas un gouvernement. Le gouvernement est réduit à 3 personnes qui se réunissent hebdomadairement dans une structure qui s'appelle Triumvirat. Il n'y a pas de conseil des ministres, il n'y a pas de conseil des cabinets, il n'y a même pas de compte rendu. Le peuple congolais était habitué un vendredi à écouter les comptes rendus, les décisions qui sont prises par un gouvernement. Il n'y en a rien. C'est un proto-État, je l'ai indiqué. La deuxième chose, c'est que la communauté internationale... C'est de la caricature, ça. La communauté internationale, constatant que le Congolais souffre, particulièrement ceux de l'Est, ont décidé de mettre fin à la guerre. En décidant quoi? L'envoi d'une brigade internationale avec un mandat d'attaquer. Et c'est ce qui fait que cette brigade internationale d'intervention, composée des Tanzaniens, des Sud-Africains, des Malawites, avec le sursaut d'orgueil de quelques officiers, nous avons cité Ndala, il y a eu la fin de la guerre de l'Est. Ce gouvernement n'a rien fait parce que, comme tout le monde le sait, la guerre de l'Est a été un business florissant dans lequel beaucoup se sont enrichis. Et ils ont constaté que le peuple n'est pas d'accord avec eux. Et alors, n'ayant pas la légitimité, ils ont organisé un vaudeville, une rencontre. En démocratie,
la légitimité ne s'obtient que par l'urne et non pas dans des rencontres, etc. Où voulez-vous en venir par rapport à notre débat? Je veux dire que 2013 n'a été caractérisé que par une chose, l'attente forte du peuple congolais pour que ces gens quittent le pouvoir et que l'élu du peuple, qui est M. Étienne Tshisekedi Omulumba, reprenne les choses en main pour assurer quoi? Recréer l'État qui n'existe pas, instaurer la bonne gouvernance et permettre à chacun de vivre comme il se doit dans un pays immensement riche. Je vais vous dire, madame, ce pays a des atouts économiques tels que si ils étaient gérés par un gouvernement qui a le soutien du peuple, de la population, le Congo, qui est un enfer national, deviendrait quoi? Une oasis de prospérité et de bonheur. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, pour dire que ce que dit Mme Ernestine, évidemment, elle est payée pour dire ça parce qu'elle doit faire la propagande. Mais le Congolais qui la suivent, je crois que elle dit tout simplement, mais s'il y a encore des Congolais dans ce pays, avec cette souffrance qui résonne comme ça, c'est malheureux pour ce pays. C'est vraiment malheureux. On en vient à ce rapport, encore un, des Nations Unies sur des bruits-de-bottes dans l'Est. Les experts ont clairement pointé du doigt le Rwanda et l'Ouganda qui préparaient une autre attaque contre la RDC. Madame Amina, je dois vous dire que on reproche un tout petit peu au gouvernement de la République d'avoir négocié avec le gouvernement de la République est heureux. Je vous réponds, mais en même temps, je réponds aussi à mon co-débatteur. Parce qu'il nous reste plus que ça. Non, je ne recule pas, justement, c'est dans la suite logique. Le gouvernement de la République est heureux. Vous avez souvenance qu'il y a quelques années, le gouvernement de la République, les différents gouvernements qui sont passés, se sont plaints de l'attitude du Rwanda, de l'attitude de l'Ouganda vis-à-vis de notre pays. Ils ont insisté, précisé que, en fait, ce sont des pseudo-rébellions, qu'il s'agit bel et bien de ces deux pays qui font incursion dans notre pays. À un moment où on nous a suivis, les experts des Nations Unies ont établi des rapports précisant, prouvant qu'effectivement, le Rwanda était derrière tous ces mouvements et l'Ouganda a apporté aussi son assistance et une aide nécessaire à ces mouvements. Aujourd'hui, que l'ONU se réveille pour nous dire encore qu'effectivement, il y a encore des choses en préparation, nous disons, c'est bon. Parce que la diplomatie que nous avons menée, elle a été agissante, elle a donné ses fruits. Et par rapport à cette diplomatie, madame, j'aimerais donner une précision des tailles. Je crois que l'UDPS est la partie qui discute davantage sur les actions diplomatiques, excusez-moi, sinon l'élément va partir. Sur les actions que nous menons en RDC. À l'époque du pouvoir de Mobutu, j'ai souvenance, je crois en 92, l'UDPS a été le parti qui a refusé que le sommet de la francophonie puisse se dérouler dans ce pays. Sous le pouvoir de Kabila, l'UDPS encore a martelé pour que le sommet de la francophonie ne puisse pas se passer dans ce pays. Alors que ce sommet de la francophonie, ce n'est pas simplement une fierté pour son Excellence le président Kabila Kabange, pas simplement pour la majorité présidentielle, mais c'est un avantage pour le peuple congolais. Parce que c'est à l'issue aussi de ces sommets, c'est le contact pris, particulièrement avec Madame la ministre Yamina Benguigui, que nous avons pu facilement aussi obtenir. Aujourd'hui, on a une force d'intervention avec la résolution 2098. Nous avons eu l'accord d'Addis Abeba. Ce n'est pas simplement parce que l'UDPS a dit non. Non. C'est parce que le pouvoir en place a mis une stratégie de lobbying diplomatique pour arriver à contrecarrer les différentes actions. Comment pouvez-vous, moi je trouve que c'est quand même, ça dépasse un peu les limites, un pouvoir qui se bat pour mettre de la sécurité, pour faire arrêter la guerre dans son pays, et c'est ce pouvoir-là qui se bat pour faire des combines à l'extérieur pour qu'il y ait la guerre dans le pays. Quoi qu'il en soit, il y a eu énormément de ça ressemble à l'UDPS, ça. Énormément de rapports des Nations Unies, d'accusations internes au niveau des autorités congolaises, qui ont donné quoi jusqu'à maintenant? Madame Amina, jusqu'à preuve du contraire, je crois que là, la personne qui a été citée nommément dans le rapport des Nations Unies, qui, semble-t-il, était en train de trafiquer avec les armes, et avec les éléments de la rébellion. C'était le général Amissi, appelé Tango Fort. Aujourd'hui, il a été suspendu de ses fonctions et les enquêtes sont en cours. Des voix se sont élevées pour dénoncer justement cette simple suspension.
Ce n'est pas une simple suspension, il y a des enquêtes qui se mènent. Moi, j'aime bien parfois vous attendez faire... à une procédure de flagrance. S'il vous plaît. Une procédure de flagrance... Oui. La procédure de flagrance, pour la faire, il faut que la personne, comme nous disons nous en droit, soit poursuivie par la clameur publique. Il y a un certain nombre d'éléments qui doivent accompagner pour faire cette procédure de flagrance. Là, c'est un rapport. Mais le rapport n'a pas été fait... Enfin, quand le rapport est sorti, ce n'est pas sur place, on a attrapé pratiquement la personne, la main dessus, la main dans la poche ou la main dans le sac en train de commettre... C'est aussi un rapport qui incrimine le Rwanda et l'Ouganda. Madame Mamina, deux choses. La première, un petit background pour que je revienne sur la question des rumeurs. Là, il nous reste 2 minutes. Parce que je n'ai pas dit un mot là-dessus. Ces rumeurs qui sont dans tout Kinshasa, dans tous les pays, traduisent une réclamation, traduisent une aspiration. Ce que le peuple, il faut voir les mamans de Kinshasa, Tonio Kami Pemingue, Batika Bakende, la misère, vous y êtes revenu 1000 fois dans cette pour dire que ces rumeurs traduisent la réclamation du départ du pouvoir des putschistes dont représente Mme Ernest à cette émission. Alors ce rapport la deuxième chose, ce rapport dit clairement que les officiers des FARDC, que les hommes politiques de l'AMP, etc., s'étaient impliqués dans la guerre de l'Est qui a été un business florissant pour on ne parle pas du même rapport. Mais, vous parlez de quel rapport? Du 12 décembre dernier. Le rapport du 12 décembre, à propos de... Qui fait état des brides-bottes dans l'Est depuis le Rwanda et l'Ouganda. Oui, justement. Mais vous savez que nous avons toujours dit que l'Ouganda et le Rwanda, pour avoir placé les hommes qui sont au pouvoir aujourd'hui, au pouvoir depuis l'AFDL, restent maîtres de la situation à l'Est. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, très brièvement, que pour nous, tant que ceux qui avaient été complices et qui se laissent dicter les ordres par le Rwanda et l'Ouganda sont au pouvoir, il n'y a rien qui se fera. Ce qui est arrivé, ça viendra encore. Voilà pourquoi la raison c'est quoi? Parce que nos problèmes sont éminemment politiques. La raison c'est qu'il faut résoudre les deux problèmes qui se posent à la RDC aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un leadership compétent, visionnaire, sérieux à la tête du pays. Vous verrez que tout ce qui se trame en dehors du pays ne réussira pas. Alors, la deuxième chose, c'est de doter le pays des institutions ayant suffisamment de légitimité, c'est-à-dire sortir des urnes pour que ce genre de situation, des bottes à l'Est, etc., de complots, etc., cesseront. Donc, tant que M. Kabila et ses hommes seront au pouvoir, qui ont été les complices des Rwandais, des Ougandais, nous n'aurons jamais de paix. Il y aura toujours des complots qui vont être exécutés dans le sens d'amener le Congo toujours à rester sous la férule de ce pays. On termine par cette question. La succession à l'UDPS prépare comment le dauphin d'Etienne Tshisekedi? Vous en parlez? Je vais vous dire, madame... C'est une question de tabou. Je vais vous dire, madame... Là, il ne nous reste plus que 30 secondes. Qu'en politique, on ne porte pas l'âge de ses artères. On porte l'âge de son projet. Le projet de M. Tshisekedi est le plus actuel, le plus jeune, le plus porteur. À l'UDPS, M. Tshisekedi, c'est un grand combattant dont le pays a besoin pour les sortir de la mauvaise passe. Sinon, vous savez... Ça sera un autre Mugabe, ce sera un autre Mugabe. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Le président d'Erarji Moussaï de l'Inde avait été élu en 80 à 85 ans et il a été un des meilleurs présidents de l'Inde. M. Tshisekedi, c'est le plus jeune Congolais parce qu'il a des idées très jeunes, très neuves et c'est lui qui va faire en sorte que le Congo sorte du ravin dans lequel M. Kabila et les autres l'ont projeté. Et à la majorité présidentielle, la succession se prépare? Madame Amina, je crois que nous sommes en 2014, nous avons encore du chemin à faire pour déjà exécuter ce que nous avons comme plan, mais au-delà de ces plans, les concertations nationales ont été un élément clé. Parce qu'au cours de ces concertations, la partie opposition pensait que nous allions revoir le fameux article clé pour que le mandat du président Kabila puisse être prorogé, ce qui n'a pas été le cas. C'est donc vous dire que nous pensons très sérieusement pouvoir respecter la Constitution. Merci beaucoup Ernestine Nyoka, avocate et membre de la majorité présidentielle. Bruno Tshibala, secrétaire général adjoint de l'UDPS d'Etienne Tshisekedi, d'avoir débriefé l'actualité aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Merci beaucoup.